Bonjour, les éditions L'Harmattan ont publié tout récemment, il y a quelques mois, un livre fort intéressant et très complet, La bonne gouvernance au Rwanda et au Burundi. Et l'auteur de ce livre, Guillaume Nicaise, est ici en face de moi. Bonjour, Bonjour. je vous salue, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Le sous-titre de votre ouvrage volumineux, Petites réformes et grands arrangements. C'est une thèse d'université, vous êtes docteur en socio-anthropologie de l'École des hautes études en sciences sociales, n'est-ce pas? Tout à fait. Et donc c'est votre thèse qui a été peut-être un peu améliorée de façon à en faire un ouvrage. Et c'est absolument très intéressant. Quelle est l'origine de cette thèse? Alors l'origine, elle part d'une volonté de comprendre l'État aujourd'hui en Afrique, donc pas seulement le Rwanda et le Burundi, mais d'une manière générale, essayer de comprendre les petits arrangements qui se font avec des réformes qui viennent essentiellement de l'Occident. Donc essayer de comprendre comment l'État en Afrique va interpréter ces normes de bonne gouvernance, donc qui sont voulues par les bailleurs, qu'on appelle aussi les partenaires techniques et financiers. C'est-à-dire les bailleurs, c'est ceux qui donnent de l'argent. Exactement. C'est eux qui donnent l'argent et qui financent des réformes, donc liées notamment à la bonne gouvernance. Donc le but pour moi, c'est de comprendre comment on interprète et finalement on instrumentalise, on manipule ces réformes pour arriver à une forme de l'État qui est quelque peu hybride entre cet idéal type wébérien qu'on souhaite imposer, on pourrait y revenir, et puis des pratiques au quotidien qui sont quand même assez différentes de ces normes de bonne gouvernance. Alors comment avez-vous procédé? Alors mon but, c'était de partir des acteurs. Donc essayer de comprendre la logique des personnes qui travaillent au quotidien dans le domaine de la gouvernance, que ce soit les bailleurs, justement, donc les partenaires techniques et financiers, ou les fonctionnaires burundais, rwandais, avec qui j'ai interagi pendant 3 ans sur le terrain. Donc on parle de plus de 500 entretiens, d'observations participantes très très longues sur le terrain sans retour à la capitale, pour être vraiment dans le milieu avec ces personnes qui agissent au quotidien auprès des citoyens, auprès d'un grand nombre d'acteurs, la société civile également, donc pour différents objectifs. Et on va pouvoir y revenir. Alors, quand avez-vous commencé? Concrètement, parlez-nous de votre vie. Quand êtes-vous arrivé en Afrique et comment ça s'est passé? Alors, je suis arrivé en Afrique en 2013, donc ça remonte à loin. Donc 3 ans sur le terrain. Où? Au Rwanda. Et puis ensuite. Alors vous arrivez au Rwanda et oui. Vous devez avoir besoin d'autorisation, de vous installer. Comment avez-vous été pris en charge? Quels ont été vos rapports au début avec l'administration rwandaise? Vous leur avez expliqué ce que vous vouliez? Oui, donc pour arriver au Rwanda, il faut un visa. J'avais un visa de travail. Je suis parti là-bas avec ma compagne. Et notre but, ce n'était pas de s'installer à la capitale, c'était d'être déjà dans le milieu qu'on souhaitait étudier. Donc on est allé à Gitarama, qui s'appelle aujourd'hui Muhanga, donc une commune à peu près 1h30 de route de Kigali. Et donc on s'est installé là-bas parce que ma compagne travaille dans l'enseignement et donc elle avait un emploi là-bas dans une école. Et donc moi, c'était déjà un moyen de mieux comprendre la décentralisation, un des thèmes clés de la bonne gouvernance, donc comprendre finalement au niveau local comment ces normes de bonne gouvernance pouvaient être appliquées. Oui, et les autorités rwandaises vous ont accueilli, elles avaient conscience de l'objet de votre recherche? Ah oui, bien sûr, oui. Donc j'avais un permis de recherche avec une affiliation auprès du Rwanda Governance Board, qui est une instance étatique très importante au Rwanda, puisque c'est dans cette institution-là qu'on va établir les directives liées à la gouvernance. Donc c'est un terme très 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 large, la gouvernance. Et donc cette affiliation me permettait, donc le directeur de cette affiliation, de cette institution a un statut de ministre, et donc une signature de cette personne me permettait d'aller partout sur le terrain. Alors comment avez-vous commencé concrètement? Quelle est la catégorie qui vous intéressait tout d'abord? Alors moi, ce qui m'intéressait en particulier, c'était d'être en contact avec une équipe qui allait sur le terrain, donc tout le Rwanda, pour une étude des Imihigo,
ce qui est un terme spécifique pour désigner en fait une obligation de résultat des fonctionnaires dans tout le territoire qui doivent rendre compte de leur travail auprès de l'État central. Donc chaque fonctionnaire au Rwanda a une obligation de résultat. C'est un contrat signé annuel avec le président où il s'engage à avoir les résultats attendus. Et alors, comment s'est passé votre travail concrètement? Alors concrètement, j'ai sillonné tout le pays avec une équipe de fonctionnaires, donc les évaluateurs de ces Imihigo, et donc j'ai rencontré en fait un ensemble de fonctionnaires au niveau local, et j'ai fait des observations participantes, donc j'ai vu comment se passaient ces évaluations de fonctionnaires. Donc c'est très intéressant, une première approche donc pour comprendre déjà un élément clé de la bonne gouvernance, voir comment il était appliqué et puis pouvoir voyager dans tout le pays. Quel était l'état de la démocratie au Rwanda à ce moment-là? La démocratie, c'est un mot très large qui n'est pas facile à comprendre. Du fonctionnement de l'État, disons. Le fonctionnement de l'État est très vertical, très directif, très hiérarchique. Donc c'est un ensemble de normes péremptoires que doivent suivre les fonctionnaires, qui proviennent donc de l'État central de Kigali et qui s'imposent en fait dans l'ensemble du territoire. Donc la bonne gouvernance, elle est là finalement pour favoriser un contrôle des fonctionnaires et puis de la population également. Donc c'est un système vraiment très directif. Et vous diriez qu'à ce moment-là, l'État était bien géré, que ça fonctionnait bien du haut en bas? Alors ça dépend de nouveau de ce que vous voulez dire par bien géré, dans une conception un peu plus démocratique où on aurait la possibilité de s'exprimer, de dire ce que l'on souhaite, de mettre en critique le plan de développement de l'État, un programme national de développement. Non, évidemment, non, ce n'est pas le Rwanda que je présente dans l'ouvrage. Je présente plutôt un pays qui justement va niveler, voire empêcher complètement la liberté d'expression, pas seulement des fonctionnaires, mais de la société civile, des citoyens. Et donc toute opinion, position qui serait contraire au programme national de développement qui est voulu par Kigali, en fait, voilà, ce sera annihilé. Et alors, comment s'exerce l'influence des bailleurs de fonds, des donateurs étrangers? Au Rwanda toujours. Oui, on parle d'abord du Rwanda. Oui, d'accord. Alors elle s'exerce à plusieurs niveaux. La première chose, c'est le vocabulaire. Donc le vocabulaire qui est utilisé provient des bailleurs. Donc on parle de termes comme transparence, redevabilité, participation citoyenne, performance. Tout ça, ce sont des thèmes qui sont liés à la bonne gouvernance qu'on retrouve dans la bouche de tous les fonctionnaires. Et donc eux-mêmes vont imaginer leur travail, concevoir leur travail et puis le juger en fonction de ces critères qui proviennent donc de ce monde du développement. Donc c'est quand même une force cognitive qui est très importante. Le vocabulaire est très important puisque c'est ce qui va définir en fait les individus. Après, les bailleurs ont une influence, également financière évidemment, puisqu'on va négocier des programmes de développement en fonction de ce qui est attendu par ces bailleurs. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international sont là justement pour s'assurer que la bonne gouvernance fait partie des mots d'ordre qui vont être respectés par le Rwanda. Mais ça ne veut pas dire que les bailleurs vont imposer une volonté. Au Rwanda, on essaie vraiment d'avoir un équilibre entre les bailleurs et les politiques. Donc et puis les fonctionnaires aussi qui vont mettre en œuvre ces... Mais l'argent arrive et on attend des résultats ensuite, ou l'argent arrive après en récompense des résultats obtenus? Alors l'argent se fait, les décaissements se font au fur et à mesure de la mise en œuvre des politiques de développement. Donc normalement, tout devrait bien se passer. Normalement, tout devrait bien se passer, effectivement. Et alors que se passe-t-il dans la réalité? Dans la réalité, il y a une manipulation qui est effectuée par les fonctionnaires. Pourquoi? Il faut rentrer dans la mentalité d'un fonctionnaire pour comprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas une manipulation où on a une volonté comme ça d'usurper un bien public pour un intérêt seulement privé. On est dans un monde où les fonctionnaires proviennent d'un certain milieu social. Ce contexte social les pousse à agir en fonction de ce référentiel d'action. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un cousin qui a besoin d'un papier à l'état civil, par exemple au niveau du district au Rwanda,
il va utiliser son identité, il va utiliser ce lien de parentèle pour faire valoir ses droits. Ce n'est pas toujours le cas, c'est quand même assez bien régulé au Rwanda par rapport au Burundi, mais en tout cas, il y a parfois du favoritisme, du clientélisme qui peut exister parce qu'on est dans un système très vertical en fait de gouvernance. Et parce qu'il est impossible pour un citoyen bien placé, vous voyez, de se faire refuser un droit. Il est impossible pour quelqu'un qui est en dehors de ce réseau, de ces réseaux de favoritisme ou de clientélisme, de faire valoir ses droits. Vous voyez, donc on a un système de 2 poids, 2 mesures en fonction d'une personne qui est bien insérée socialement, qui fait partie du parti au pouvoir, d'une autre qui l'est moins. Donnez-nous une idée des salaires et du niveau de vie de ces fonctionnaires que vous observez. Oui. Alors, la différence de salaire, elle est notoire entre un fonctionnaire qui travaille à Kigali et un autre qui agit au niveau local. Un haut fonctionnaire à Kigali a un salaire équivalent à 1 200 € par mois environ. Un fonctionnaire au niveau du district, qui est l'entité décentralisée au Rwanda, gagne environ 100-150 € par mois. Et le niveau de vie alors ? Le niveau de vie, vous voulez dire de la population ? Oui, de cette population-là. Parce que là, je parle des fonctionnaires. Oui, mais la population proprement dite, qui est essentiellement paysanne, encore aujourd'hui au Rwanda, on parle de 2 € par jour environ, donc la moitié du salaire moyen d'un fonctionnaire. Et il y a de gros écarts de niveau de vie donc, entre les hauts fonctionnaires, les fonctionnaires dans les districts et la population. Ah, tout à fait. Oui, tout à fait. Et donc, est-ce qu'il en résulte donc des petits ou grands arrangements ? Il en résulte des arrangements. Oui, alors c'est pas cette notion économique de nouveau hein, qui prévaut dans les raisonnements liés à la corruption auquel vous faites allusion. De nouveau, hein, c'est plutôt l'insertion sociale d'un individu qui va lui permettre d'avoir du pouvoir, d'avoir accès à certains postes, par exemple. Donc il y a, si vous voulez, au Rwanda, un système très bien structuré ou très formel. Vous avez finalement l'État qui a instauré donc, un cadre qui se donne à voir. Donc l'image est parfaite. Donc lorsque vous allez par exemple à un entretien de travail, vous allez quand même devoir faire un entretien écrit, puis vous allez avoir un entretien oral. Mais ce qui se joue en dehors de ce théâtre, c'est les liens que vous allez avoir, quelqu'un qui fait partie du parti au pouvoir dans votre famille et qui va réussir à vous aider à avoir le poste, par exemple. Et comment fonctionne le système éducatif ? Est-ce qu'il est aussi marqué par ces différences de classe ou est-ce que l'enseignement est général ? Alors le Rwanda a fait énormément de travail pour avoir un système de santé beaucoup plus efficace et un système d'éducation beaucoup plus efficace que les autres pays dans la région. Donc je ne veux pas du tout dénigrer en quelques mots tout le travail qui a été fait pendant ces 20 dernières années. Donc il y a effectivement dans la plupart des villes des écoles physiquement qui sont là, qui délivrent un enseignement. Peut-être que les moyens ne seront pas les mêmes que dans un pays développé européen, mais en attendant, il y a vraiment cette volonté de permettre à toute une population qui est très jeune aujourd'hui au Rwanda d'avoir accès à l'éducation et à la santé. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Après, bien sûr qu'il y a aussi des petits arrangements dans le domaine de l'éducation, mais je n'ai pas travaillé sur le secteur en particulier de l'éducation. Moi, je me suis concentré sur la bonne gouvernance, donc voir comment la transparence, la redevabilité, la participation citoyenne sont instrumentalisées pour que l'État garde la main sur l'ensemble du territoire. Alors, quelle est votre conclusion en ce qui concerne le Rwanda sur la bonne gouvernance ? C'est un instrument de pouvoir. La bonne gouvernance s'accommode très très bien d'un régime autoritaire. C'est ça qui est absolument fabuleux, c'est-à-dire que les bailleurs viennent avec l'idée de démocratiser le pays, avec des termes qui passent très bien, comment critiquer la bonne gouvernance, c'est très difficile. Et pourtant, dans les faits, on a donc une instrumentalisation de ces termes et de ces politiques de développement
Alors concrètement, comment ça se passe? Vous avez par exemple une réunion, une participation citoyenne. Donc on réunit dans une salle des personnes au niveau collinaire et puis on leur pose des questions sur qu'est-ce que vous voudriez comme développement, qu'est-ce qui est important pour vous. Et donc les citoyens vont en fait être en adéquation avec ce qui est attendu d'eux. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ben voilà, on veut un toit sur notre école, on veut un nouveau centre de santé, etc. Mais c'est une illusion de participation. C'est-à-dire que vous n'avez jamais une communauté qui est unie. Ça n'existe pas. Partout dans le monde, il y a toujours des dissensions communautaires. Vous n'avez jamais une possibilité de dialogue direct. Combien un groupe va être représentatif de tout un village ou de toute une communauté? Combien ce groupe va oser s'exprimer sur des problèmes personnels? Vous voyez, une femme qui, par exemple, a des problèmes conjugaux et se fait taper par son mari, on ne va jamais l'exprimer en public. Nous-mêmes, on n'oserait jamais dire ça dans une réunion. Donc vous voyez cette différence entre ce qui est attendu d'une personne et ce qu'elle ressent réellement. Dans un contexte d'un régime autoritaire, où justement on va essayer de limiter le plus possible la prise de parole à ce qui est attendu, vous vous rendez bien compte que finalement une participation citoyenne est complètement illusoire. Et donc en même temps on inscrit ça dans des rapports de force où le fonctionnaire voilà, est d'un statut socio-culturel, socio-économique plus important. Donc la personne qui est simplement un paysan voilà, arrive dans un cadre cognitif où il ne va pas oser s'exprimer, il a peur de ce qu'il va dire, etc. Donc vous voyez, il y a énormément de biais à la participation citoyenne. Mais est-ce que ça, le bailleur ne va pas le voir, il ne va pas le percevoir, il va être juste content qu'il y a eu une réunion qui a été organisée et pouvoir cocher la case participation citoyenne. Et quel est le rôle alors de la corruption dans tout ça, au Rwanda? Vous voyez, dans ce que j'explique, il y a déjà des techniques de manipulation. Alors la corruption, on peut en parler, donc on peut la prendre déjà par une définition. Donc c'est l'usurpation de prérogatives publiques à des fins personnelles. Oui. Vous avez une corruption qui est économique, c'est celle qui se donne à voir, ce sont les pots de vin par exemple. Et puis vous avez une corruption qui est beaucoup plus cachée, ça va être donc le favoritisme, le clientélisme. Vous allez utiliser votre fonction pour favoriser un réseau qui est derrière vous. Et ça joue un rôle important au Rwanda? Oui, ça joue un rôle très important. Avec des grosses sommes pour la corruption? Alors, de nouveau, ce n'est pas en termes monétaires qu'on doit mesurer la corruption ici. Hein. C'est plutôt comment le parti au pouvoir va créer finalement des liens informels au sein de l'État, c'est-à-dire là où les fonctionnaires travaillent, pour finalement faire valoir sa vision du développement et puis des réseaux d'intérêt. Donc effectivement, il y a aussi des entreprises étatiques contrôlées par des militaires voilà, qui vont donc avoir une influence aussi sur une corruption économique. Mais c'est plutôt une corruption sociale, si vous voulez, dans sa dimension sociale, qui m'intéresse et qui me permet de comprendre l'État aujourd'hui au Rwanda et au Burundi. Et les bailleurs sont conscients de cette dérive de l'État? Ils le sont et en même temps ils ne le sont pas. Ils le sont dans le sens où ils savent très bien que ce n'est pas un régime démocratique dans les termes que nous on peut employer en Europe. Et en même temps ils savent très bien que les indicateurs qu'ils vont utiliser pour mesurer leur programme ou l'évolution de leur programme pour arriver aux résultats attendus sont basés essentiellement sur la mise en œuvre. Ça c'est un aspect essentiel de mon travail. On analyse seulement le processus, pas les résultats. Donc vous avez par exemple un fonctionnaire rwandais qui dans son Imihigo, donc son contrat de performance, a un objectif, la création de villages, une villagisation forcée. Vous avez 25 000 ménages qui doivent être déplacés d'un point A à un point B pour pouvoir rassembler ces ménages. Il ne va pas se poser la question, quel est le résultat de mon action, le résultat de cette politique étatique. Il va simplement être analysé sur son travail, il va rendre des comptes sur ce travail, ce processus de villagisation. Point. On s'arrête là. Et les bailleurs savent très bien que l'ensemble des indicateurs sur la bonne gouvernance portent sur cette mise en œuvre, pas sur ces résultats. Donc eux-mêmes peuvent cocher la case, l'argent a bien été dépensé, notre programme de développement a bien été mis en œuvre.
avec des résultats qui sont différents de ceux qu'on peut concevoir avec la notion de bonne gouvernance. Et alors, votre recherche au Rwanda s'est terminée de façon assez abrupte, puisque, autant le dire, vous avez été expulsé dans des conditions particulières que j'aimerais bien que vous racontiez. Vous aviez décidé de lancer une enquête sur les mototaxis. Alors, pourquoi les mototaxis ? Ah, ça c'est passionnant, les taxis-motos, ils sont très présents au Rwanda, dans tout le pays, au Burundi aussi d'ailleurs. C'est le moyen de transport par excellence. Donc dès que vous arrivez à Kigali, vous voyez ces motos sillonner tous les quartiers de la ville. Et je les ai pris beaucoup pour aller d'un rendez-vous à un autre. Et en fait, ces taxis-motos ont un franc-parler. Peut-être que c'est parce qu'ils sont sur leur moto, peut-être parce qu'en même temps ce sont des jeunes qui viennent aussi d'autres contrées, pas forcément de Kigali. En tout cas, il y avait ce franc-parler qui était vraiment en porte-à-faux par rapport à ce que j'entendais dans des réunions beaucoup plus lissées, policées avec les fonctionnaires, où on parlait de corruption, on parlait de problèmes avec la police. Donc on était assez loin de ce que j'avais entendu jusque-là, donc je me suis dit je vais creuser un petit peu avec les taxis-motos, et donc j'ai fait beaucoup d'entretiens avec ces taxis-motos. Et ça a inquiété les autorités ? Oui, alors effectivement il y a eu un taxi-moto qui a fait une délation auprès des services de renseignement. Pourtant ça n'avait rien de politique vos questions, si c'était politique sur la liberté d'expression ? Alors tout est politique au Rwanda, dès que les autorités sentent qu'on s'éloigne de l'image qui se donne à voir. Donc l'image de nouveau policée où tout va bien, il y a un développement économique, il y a une paix sociale, etc. Dès qu'on sort un tout petit peu de cette image-là, et en l'occurrence, là moi je m'intéressais à la corruption dans la police. Donc la police... Elle existe ? Elle existe, bien sûr qu'elle existe. Sous quelle forme ? Comme partout. Sous quelle forme ? Sous quelle forme ? Bon là en l'occurrence c'est une corruption très monétaire, donc c'était essentiellement des pots de vin demandés aux taxi-motos. Voilà, par exemple le port du casque, un taxi-moto qui est sur sa moto sans casque devrait payer 20 000 francs rwandais, donc environ 10 €, et voilà, un petit pot de vin permet d'éviter la sanction. Donc ça n'a pas plu aux autorités et vous avez donc finalement, on vous a plus ou moins diplomatiquement demandé de partir, c'est ça ? Plus ou moins diplomatiquement, oui, on peut dire ça, oui. En fait, l'ensemble de mon réseau a été inquiété, c'est-à-dire que la personne qui m'avait délivré l'autorisation de recherche a été appelée par les services de renseignement. Bon, il y a eu aussi une perquisition à mon domicile, un entretien assez vigoureux aussi avec la police criminelle. Donc c'était pas totalement gentil non plus. Disons que ils ont annulé mon visa et laissé 12 heures pour partir. Donc c'était encore une manière assez gentille, plutôt que la prison, de me... Parce que vous risquiez de vous retrouver en prison comme d'autres chercheurs. Oui, tout à fait, oui, il y avait ce risque-là. Donc j'étais content de pouvoir partir par la petite porte. Et ça ne m'a pas empêché de continuer ensuite mes recherches. Exactement. Alors, comme nous arrivons déjà un peu rapidement au terme de cette émission, il ne reste pas vraiment le temps de parler du Burundi. Est-ce que ça viendra pour une autre émission, sans doute, je l'espère. Quelle est la conclusion que vous tirez en quelques mots de votre travail ? La conclusion de mon travail, c'est que si on arrive à mieux comprendre le milieu dans lequel évoluent les acteurs du développement, essentiellement les fonctionnaires, si on comprend mieux leurs perceptions cognitives, leurs attentes, leurs intérêts, comment ils se réfèrent finalement à une autre conception de l'État, si les bailleurs, les partenaires techniques et financiers arrivent à mieux interpréter cette différence entre les normes de bonne gouvernance et comment elles vont être instrumentalisées par les acteurs, alors on aura peut-être moins d'écart entre de nouveau la gouvernance idéalisée, et puis ce qui est fait sur le terrain, donc la mise en œuvre de ces politiques de développement. Donc voilà, ce que je considère très important, c'est de comprendre le point de vue des acteurs. Et maintenant, vous travaillez pour une NGO anti-corruption qui est basée en Norvège, c'est ça ? Oui, je travaille pour le centre de recherche CMI, Christian Michelsen Institute, et pour une équipe qui s'appelle U4, donc le centre de recherche U4, spécialisé sur l'anticorruption. Donc nous sommes financés par 9 agences de développement
Et donc, je fais du conseil pour justement améliorer les programmes de développement. C'est mon travail. Et donc, j'essaye d'appliquer les conclusions de ma thèse de doctorat. Eh bien, je vous propose de revenir pour parler de cette action contre la corruption. Je vous remercie, Guillaume Nicaise, d'avoir accepté notre invitation. Et donc, à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce programme et à bientôt.